merci beaucoup. Donc oui, comme ça a été dit, on a une chaire UNESCO, mais nous, c'est ce qu'on appelle une bébé chaire UNESCO, parce qu'on a démarré au mois d'octobre. On a à peu près le même ADN, d'ailleurs même complètement le même ADN que la chaire santé sexuelle et droits humains, c'est-à-dire à la fois de la production et du partage de connaissances, mais aussi un engagement citoyen, parce qu'on a objectivement une volonté aussi de contribuer à changer un peu le monde. Et donc Thierry, Joël ou Léonard sont nos mentors, et donc nous, on démarre. Alors, ils ont eu la gentillesse de nous demander d'intervenir sur les questions d'éducation à la sexualité, plus généralement d'éducation à la santé, la manière dont cela interagit avec les questions éthiques. Et donc, passant le premier, Thierry m'a dit, fais quelque chose d'un tout petit peu général. Alors, ce que je vais simplement essayer d'exprimer dans le quart d'heure qui vient, c'est deux idées. La première, c'est comment se posent les questions éthiques dans notre champ, et ce n'est pas le champ de la sexualité, c'est le champ vraiment de l'éducation à la sexualité. Et puis ensuite, à quelles conditions est-ce qu'on peut arriver à discerner, puisque l'éthique c'est ça, c'est être en capacité de discerner, et comment est-ce qu'on peut le faire. Alors aborder les questions éthiques en matière de prévention et d'éducation à la santé, c'est très 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 souvent limité au fait de savoir si telle ou telle intervention est bonne ou pas bonne, dangereuse ou pas dangereuse, adaptée ou pas adaptée. Par exemple, vous avez ici un dispositif de prévention des grossesses précoces et des IST qui est extrêmement efficace, mais il est possible, je ne sais pas, que dans cette salle, quelques personnes considèrent qu'éthiquement, ça ne va pas aller. Et donc, on ne va pas le généraliser à tous les lieux de vie des adolescents. Bon, ça veut simplement dire que notre question à nous, elle va être beaucoup plus large que ça. Parce que le cœur de ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'éducation à la sexualité n'est en aucune manière une problématique technique, c'est une problématique purement éthique. Et la base de la base, je crois, pour qu'on arrive à se comprendre, c'est de réaliser que à partir du moment où nous tous dans cette salle, on pose un postulat qui est de dire on peut éduquer à la santé, c'est ce qu'on appelle le choix d'éduquer, le postulat d'éducabilité, eh bien on va rentrer dans une relation avec une et d'autres personnes parce qu'on croit, c'est un choix, que ces personnes-là peuvent grandir en humanité, peuvent se développer. Donc fondamentalement, tout ce qu'on fait est d'abord et avant tout lié à un acte qui est un acte de nature éthique. Éduquer, ce n'est pas un job, c'est rentrer dans une posture qui est fondée sur le postulat d'éducabilité de tous nos frères et de tous nos sœurs. Deuxième élément, il y a juste une petite chose qu'il faut qu'on ait en tête pour ne pas se tromper. C'est que l'éducation, on a souvent tendance, alors c'est assez français, à se dire éducation égale école. Mais l'école est un petit acteur d'éducation. On est bien d'accord tous, hein ? L'éducation, c'est d'abord et avant tout l'éducation familiale, c'est l'éducation au sein de la communauté. Ça veut dire dans les différents espaces, quels qu'ils soient. Vous doutez bien que, vu le nombre d'années que j'ai passé dans les clubs de rugby, ça a quand même bien dû avoir un petit impact sur l'être humain que je suis devenu. Donc penser éducation à la sexualité, il ne faut surtout pas penser école. L'école, c'est un des lieux qui a une caractéristique, une spécificité. L'école, elle est fondée sur les valeurs de la République, avec un certain nombre de caractéristiques, mais l'éducation familiale, elle est fondée sur un autre principe, tout aussi fondamental, qui est celui de la liberté d'éducation. Et donc, on a besoin, peut-être, avant de rentrer dans ces questions d'éthique, de bien se rappeler que c'est le fondement même de ce qui est l'acte d'éduquer, mais aussi de se dire que cette question ne pourra jamais se prendre en compte de la même manière. Tout à l'heure, on avait commencé à aborder la question de la parentalité. On ne peut pas éduquer les parents. La République française, elle dit qu'on n'éduque pas. Elle dit qu'on va, par contre, on dialogue avec des parents, mais on a un mandat pour éduquer leurs enfants. Et on ne peut pas avoir la même relation. On va travailler avec les familles dans des logiques de quartier, dans des logiques associatives ou autres. Par contre, on a un mandat pour éduquer les enfants dans un cadre défini par la loi de la République. Bon. Donc aborder les questions éthiques, ça veut dire les différencier selon le contexte dans lequel on est. Alors quelles sont ces questions éthiques ? Je crois que peut-être la première question qu'on a à se poser, et elle a été remarquablement abordée ce matin, c'est de se dire, mais finalement, de quel droit, hein ? Est-ce que
finalement éduquer à la sexualité autour des valeurs qui sont défendues par la chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains ou la nôtre, est-ce que c'est pas finalement définir ce qu'est une bonne manière de vivre sa sexualité par rapport à d'autres manières qui sont moins bonnes et en gros, finalement d'aller vers une sorte de moralisation sociale qui dise, ben voilà, aujourd'hui, en France, telle chose, ça correspond à ce qui est attendu, telle chose, ça ne correspond pas. Donc on a une première question majeure qui est celle de dire, mais finalement, vers quoi on veut aller et qu'est-ce qui légitime notre action? La deuxième famille de questions éthiques, c'est celle de l'impact de ce qu'on fait. Il y a eu plein de questions ce matin où on se disait, tiens, mais est-ce que ça induit des différences? Vous vous souvenez avec notre collègue d'Anvers, je ne sais pas où elle est, on demandait, mais est-ce que le fait que les gens aient eu tel ou tel type d'éducation, est-ce que ça a un impact sur leur comportement après? En fait, on ne le sait pas dans la majorité des cas, mais ce qu'on sait, c'est que l'éducation à la sexualité, et je présente toujours cette diapo avec beaucoup d'humilité parce que c'est notre labo, où on montre très clairement, je vais très vite, hein, regardez juste cette diapo-là, c'est que selon le niveau socio-économique des personnes à qui vous vous adressez, eh bien l'impact de l'éducation à la sexualité et des modules qu'on a faits ont été très très faibles du côté des personnes les plus défavorisées, alors que vous avez un effet d'augmentation linéaire. Plus vous êtes en cohérence culturelle avec la pensée dominante, plus vous êtes éduqué et plus vous êtes socio-économiquement, eh bien, plus vous allez bénéficier des interventions. Aïe, 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 aïe. Ce qu'on fait, et le on, c'est nous, augmente les inégalités. Il y a une vraie question de légitimité à se poser, et d'où l'enjeu majeur, et c'est génial, ça a été abordé autour de la question des personnes qui avaient des handicaps sensoriels ou des handicaps psychologiques ou autres. On a besoin de se dire, aïe, comment est-ce que tout ça s'articule avec tous les gens tels qu'ils sont? Et bien sûr aussi avec la diversité des cultures. La troisième question, c'est aussi celle qui est directement liée aux gens, quoi. Quelle est la place des personnes, de leur rapport aux questions de sexualité, toutes ces questions qui sont liées à une forme de délicatesse, de respect des personnes, comment est-ce que tout ça est pris en compte? Et puis enfin, classiquement, parce que ça fait la une des médias tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on met dans les manuels scolaires? Qu'est-ce qu'on met ici sur le site de Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique? Parce qu'il y a des questions aussi de méthodes, d'approches qui sont menées. Si bien que si on essaie, et c'est la proposition que je vous fais, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut clarifier cette problématique de l'éthique en matière d'éducation à la sexualité? Peut-être qu'il faut se dire, il y a un premier champ de questionnement qui est autour de la légitimité. De quel droit on le fait? Et on l'a vu, hein, on n'a pas la même légitimité à intervenir auprès des élèves dans le cadre de l'école républicaine et d'intervenir auprès des familles qui sont porteuses de leurs valeurs dans le cadre de la liberté dont jouit tout citoyen dans notre pays. Des questions qui sont liées à la place de la personne, sujet et objet, et puis des questions qui sont liées aux approches et aux méthodes. Et si on essaie, je dirais, de faire un tout petit panorama très très rapide, mais ça va être détaillé par d'autres interventions, c'est forcément d'être amené à réinterroger la question des légitimations. Hein. Mais attendez, messieurs, dames, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Et ces raisons-là, si elles ne sont pas explicites, on va être confronté à des sacrées difficultés. De la même manière, les présupposés anthropologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde, quelle est la vision de l'homme, mais de la vision de la sexualité, si on n'explicite pas ça, comment on va arriver à entrer en dialogue avec des gens qui n'ont pas reçu le même capital culturel et éducatif que nous? Ça va être difficile et ça va générer plein de problèmes, et notamment, par exemple, le battage autour des hoax qu'on reçoit en permanence autour de ces questions. C'est également tout ce qui est lié, je dirais d'une manière générale, et que je résume autour de cette phrase, de la tension qu'il y a entre paternalisme et émancipation. Vous voulez faire des gens libres dans le domaine de la sexualité, mais pour cela, vous allez leur montrer le chemin et leur proposer un certain nombre de valeurs et d'approches. Excusez-moi, mais comme un tout petit peu paradoxal. C'est le grand paradoxe de l'éducation, mais chez nous, il s'exprime énormément, parce qu'on est sur des choses qui relèvent de l'intime, de la construction de la personne, d'enjeux sociaux qui sont tout à fait majeurs. Moi, je me dis, je ne vois pas comment on peut passer à côté de ces questions-là, et à tous les niveaux de l'action. Les questions qui sont liées à la place de la personne, c'est la même chose. Hein. On en a beaucoup parlé ce matin, et une des interventions était sur la diversité des rapports
qu'on va entretenir avec les questions de sexualité, avec les questions de liberté, avec les questions de dignité et tout ça. Waouh! Comment on gère tout ça? Quelle place on donne à la représentation de l'autre? Est-ce qu'on doit dire qu'un certain nombre de pratiques d'éducation familiale qui vont conduire à dire, ben voilà, ma fille doit être comme ci, comme ci, comme ça, est-ce qu'on doit d'emblée considérer que par essence c'est aliénant et qu'on n'en veut pas et que c'est contraire? Ou bien est-ce qu'on est capable de réfléchir à ces questions comme faisant partie du paysage et à prendre en compte? Voilà. La question au bout, et tout le monde le connaît, c'est celle du désir de maîtrise, c'est qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Voilà. Et puis pour les approches et les méthodes, waouh! C'est les effets secondaires, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à qui on parle, avec qui on travaille? C'est déjà pas évident dans le contexte clinique, mais quand vous êtes dans un contexte éducatif, vous avez tous les enfants, qui ont tous des histoires différentes. Quand même, prendre le temps d'y travailler, et notre collègue de La Réunion a montré comment des méthodes pédagogiques permettent justement de donner la place à tous les gamins, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Voilà pour cette première partie. Je voulais partager avec vous une façon, ce n'est vraiment que vous le proposez en partage, une façon de dire mais comment se posent ces questions éthiques en matière d'éducation à la sexualité. Une fois qu'on a dit ça, la question B, c'est comment on s'en dépatouille. Comment est-ce qu'on essaie d'avancer en ayant en permanence ces questions de légitimité, de place de la personne, et d'approche et de méthode. Alors je dirais que sur la base de notre expérience, je n'aurai pas le temps d'en parler, on a beaucoup travaillé ces questions. Le premier danger, c'est le danger bisounours. C'est-à-dire, mais non, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de souci. Manque de bol, on a eu tout à l'heure une étude qui montre clairement que non, hein, tout le monde n'est pas d'accord du tout. Il n'y a pas que la manif pour tous. Non, personne n'est d'accord en fait. Hein. Et donc, si jamais on commence d'entrée de jeu à se dire non, mais il n'y a pas de problème. Regardez, ça a été écrit dans les textes, par exemple de l'éducation nationale, et c'est réglé, non, que dalle. Hein. Parce que quand vous étudiez les représentations des professeurs de sciences de la vie et de la terre du second degré en la matière, je vous garantis que vous vous apercevez aisément qu'il n'y a pas de consensus du tout. Donc je crois que le premier piège, c'est vraiment celui d'ignorer la complexité. Et moi, j'allais dire, hein, qu'est-ce que c'est que notre boulot en la matière? C'est toujours de reprendre à nouveau frais ces questions et puis d'essayer de les faire avancer. Alors, si j'essaie d'identifier quelques balises, d'accord, avoir une vision complète de l'éthique, ça n'existe pas. Par contre, on a des balises, un peu comme les bouées ou les phares dans les océans qui nous aident en gros à trouver un chemin toujours un peu compliqué et erratique, mais qui nous permettent d'avancer. Le premier, c'est la prise en compte de la complexité. C'est de sortir de l'idée selon laquelle c'est pas compliqué. L'UNESCO a publié les guidelines pour l'éducation à la sexualité globale. On les met en œuvre et le problème est réglé. Où est la question? La deuxième chose, c'est vraiment la question de l'explicitation de ce qu'il y a dessous. Par exemple, quand j'ai introduit la chaire UNESCO Éducation et Santé, j'ai dit que dans le package, il y avait engagement citoyen. Je dis d'où je parle. J'ai une volonté de contribuer au changement social dans le domaine de la prévention. Troisième élément, je crois, qui est assez décisif dans notre champ, et ça, j'allais dire, c'est l'expérience qu'il a montré. C'est qu'on a toujours du mal dans notre métier à se dépatouiller de la question du curatif et du préventif. Parce qu'en fait, on a plutôt comme référence l'acte curatif, c'est-à-dire le fait d'être dans une situation clinique, on va accueillir des gens qui ont besoin et qui le demandent ou parce qu'ils ont des difficultés, alors que l'axe éducatif, c'est s'adresser à 12 millions d'enfants et de jeunes dans ce pays. Le dernier élément que je voulais mettre en avant en ce qui concerne, je dirais, ces balises et ces éléments clés, c'est la question des inégalités. Qu'est-ce qu'on a pu se planter? Et je le dis, le 11, c'est moi dans mon action de recherche interventionnelle notamment, parce qu'on a cuté plein de sources d'inégalités. Là, j'ai parlé des inégalités sociales, mais il y a évidemment des inégalités qui sont à origine culturelle, à origine territoriale et autres. Donc comment on s'en sort de tout cela? Bien, je crois qu'à partir du moment où on se pose déjà ces questions-là, on va le voir collectivement, on a une chance d'avancer. En sachant que du point de vue laïque et républicain, comme on l'a dit à de nombreuses reprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le message de l'éducation à la sexualité? Ce n'est pas du tout de savoir comment on fait, comment ça marche. Il n'y a que deux mots. Hein.
c'est garantir ma liberté et ma dignité comme celle des personnes avec qui j'ai des relations sexuelles, amoureuses, affectives ou autres. Donc on a à la fois, vous voyez, cette tension entre se dire comment est-ce que j'arrive par, une minute, c'est parfait, comment est-ce que j'arrive par l'éducation à construire cela en étant attentif à ces éléments. Deuxième point important sur comment on avance, c'est la question de Superman, c'est-à-dire moi je sais, j'ai fait des études d'éducation, de sexologie et autres, je peux apporter. Et la réalité, heureusement, et on l'a vu plein de fois ce matin, nous ramène au fait qu'on ne le peut pas. Et j'aime beaucoup cette définition de l'éducateur. En général, le pédagogue, c'est une définition classique de Philippe Mérieux, mais qui se donne pour fin l'émancipation des personnes qui lui sont confiées, la formation progressive de leur capacité à décider elles-mêmes de leur propre histoire, et qui prétend y parvenir, non pas au pifomètre, parce que c'est bien ça tout notre boulot, vous tous qui êtes au contact des jeunes ou des moins jeunes, c'est toujours d'essayer de le faire de la manière la plus professionnelle et la plus efficace, et toujours en gérant cette tension entre cette visée paternalisme et émancipatrice. Alors, pour conclure, je dirais que la question centrale, c'est de créer les conditions de possibilité du discernement. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de réponse, puisque forcément l'évolution des contextes, l'évolution sociale conduit à ce qu'on change dans nos pratiques, dans nos ambitions, dans nos objectifs, tout en gardant un socle d'éléments centraux. L'enjeu, c'est surtout de se dire comment je crée les conditions qui permettent le discernement avec des vrais gens. J'aime beaucoup cette citation de Kierkegaard. Si on ne va pas chercher les gens là où ils sont, on n'y arrivera pas. Et donc, d'arriver finalement à créer dans les institutions qui sont les nôtres des conditions, des milieux, des espaces, des ressources et de l'accompagnement pour être en capacité collective de discerner avec les gens, avec toujours ces trois mots que nous ont appris la pratique de l'éthique en situation, valoriser d'abord ce qui se fait, le mutualiser et puis l'enrichir par des réflexions. Merci beaucoup de votre attention et avec plaisir pour la suite.